Bonjour Nicolas Martin. Bonjour. Combien de personnes sont encore privées de gaz au moment où on se parle, 6 jours après la panne? On fait le point. Alors au moment où on se parle, il y a encore 7800 foyers qui sont privés de gaz, sur un total de 12 000 impactés par cette panne qui a commencé mercredi soir. C'est énorme. Donc c'est énorme. On est à la 6e nuit sans chauffage pour ces habitants. On est à la 6e nuit sans eau chaude, sans possibilité pour beaucoup d'entre eux de faire à manger correctement. Ça commence à durer, un peu trop d'ailleurs. Oui, on vous sent un peu énervé. Oui, effectivement, je suis quelqu'un qui a en général beaucoup de sang-froid, qui sait garder son calme. Je l'ai gardé jusqu'à ce matin. Nous devions avoir une avancée significative hier dans le centre de Mons au niveau du rétablissement du gaz. J'espérais avoir 2500 à 3000 foyers faits hier, puisqu'on avait annoncé au niveau des équipes d'Ores que ça se ferait essentiellement en 2 jours, donc hier et aujourd'hui. Et les chiffres que j'ai eu ce matin m'annoncent 600 foyers reconnectés, ce qui est totalement insuffisant. Et donc j'ai fait savoir lors d'une conversation téléphonique ce matin avec la direction d'Ores que c'était pour moi insuffisant, qu'il fallait changer de braquet, qu'il fallait maintenant accélérer la procédure, qu'il fallait rappeler des équipes, parce que ce n'est plus possible d'envisager plusieurs nuits complémentaires sans chauffage pour des gens qui sont dans une situation très difficile à vivre, des personnes âgées, des personnes malades, des personnes avec des enfants en bas âge. La solidarité familiale a ses limites et les chaufferettes ont leurs limites. Et donc maintenant, il faut vraiment que l'équipe d'Ores se mette autour de la table et envisage toutes les options, y compris avec de l'aide extérieure, même du nord de la France, de Flandre, d'où ils veulent, mais il faut ramener des équipes à Mons pour accélérer la cadence. Vous envisagez même de louer des chambres d'hôtel ? Effectivement, donc je pense qu'aujourd'hui, sur base des chiffres que j'ai reçus ce matin, parce que j'espérais vraiment que ce soir on puisse en avoir terminé, il faut vraiment changer de braquet aussi au niveau de la gestion communale, et donc réquisitionner des hôtels, des auberges de jeunesse, racheter les chaufferettes, enfin faire tout ce qui est en notre pouvoir pour accompagner la population dans ces circonstances. Je pense que les gens ont été hyper compréhensifs et vraiment très compréhensifs. Je remercie les Montoises et les Montois qui ont vraiment subi ces circonstances avec beaucoup de dignité et beaucoup de calme. Mais là maintenant, je pense que la situation a ses limites et il faut vraiment offrir des perspectives significatives aux gens. Alors pour bien comprendre, mercredi dernier, une mise en sécurité du réseau basse pression a entraîné l'interruption de l'alimentation en gaz de plus ou moins 12 000 foyers. Ça fait pratiquement 25 000 personnes. Il a d'abord fallu aller frapper à chaque porte pour fermer les vannes, c'est ça, c'est la procédure ? Exactement, Madame Velter, il a fallu faire du porte-à-porte jusque vendredi. Ça a d'ailleurs très très bien été. Ça s'est fait de manière assez exceptionnellement efficace. On a eu un taux de réponse de 93%. On a su informer la population très en amont de manière très proactive. Donc les gens étaient chez eux alors qu'ils beaucoup travaillaient. Ils ont ouvert leurs portes et on s'est retrouvé in fine avec 300-400 bâtiments sur 12 000 seulement pour lesquels des interventions plus musclées, si je puis dire, avec serruriers et huissiers étaient requises vendredi et samedi. Donc, et même ordonnance judiciaire. Effectivement. Et donc cette première phase a très bien fonctionné. Maintenant, par contre, il faut faire la démarche inverse, c'est-à-dire retourner chez les gens en porte-à-porte pour pouvoir, avec des techniciens spécialisés d'Ores, rallumer les vannes, parce qu'il y a toujours des risques de fuite. Il y a d'ailleurs eu des fuites qui ont été constatées à certains endroits. Donc il faut que ça se fasse de manière sécurisée. Ça prend au moins une dizaine de minutes par habitation. Il y a 12 000 foyers, faites le compte. Je pense qu'in fine, il faudra tirer les leçons de cet événement à l'échelle du pays. Parce que, in fine, le constat qu'on peut faire, c'est qu'ici, cet incident à Mons avec 12 000 foyers. Si ça se reproduit demain dans une ville encore plus densément peuplée, dans un quartier plus important encore, avec 20 ou 30 000 habitants, le pays n'est pas prêt à faire face. Nicolas Martin, de vos citoyens qui s'adressent à vous, c'est Stéphane. Il nous dit « Bonjour, notre immeuble n'a pas été sujet à une fermeture de compteur par un agent d'Ores. Nous supposons qu'ils ont été capables d'isoler notre quartier autrement. Mais qu'en est-il de la remise en route ? Un passage d'un agent d'Ores est-il nécessaire ?» Alors, ce qu'il faut savoir pour Stéphane, c'est que les immeubles à appartements font l'objet de 2 approches. Il y a un compteur central et puis des raccordements individuels par appartement. Et pour les immeubles à appartements, en général, il y a un locataire qui a ouvert à Ores, qui a pu fermer le compteur central, et donc c'était suffisant. Mais effectivement, maintenant, pour revenir, il va falloir faire la démarche inverse, tantôt uniquement à la vanne centrale, tantôt avec l'ensemble des vannes correspondant à l'ensemble des appartements. Et donc, c'est pas étonnant, je dirais que pour la première phase, il n'est pas vu le technicien lui-même, c'est qu'un de ses voisins a ouvert la porte, ou que parfois il y a eu des interventions à rue. Mais ici, effectivement, il va falloir recommencer la même opération avec les techniciens d'Ores. Pour aller plus vite, les chauffagistes ne peuvent pas intervenir pour cette opération ? Alors non, effectivement, j'ai posé la question parce qu'on essaye au niveau de la ville de trouver un maximum de solutions pour accélérer le tempo. On a d'ailleurs mis du personnel communal à disposition à chaque fois que c'était possible pour accompagner les équipes spécialisées d'Ores.
mais les chauffagistes ne sont pas agréés, semble-t-il, pour pouvoir faire le travail nécessaire à la remise en route du gaz à domicile. Encore une fois, je pense qu'on manque de personnel globalement en Wallonie pour pouvoir faire face à ce type de situation. Il faudra un sérieux débriefing avec les autorités, y compris gouvernementales, que je n'ai pas entendu jusqu'à présent sur un problème quand même majeur pour l'ensemble de la Wallonie. Ça vous a manqué? Vous auriez aimé ce... Je trouve que quand même, ça aurait été la moindre des choses qu'on puisse avoir au moins un signal ou un contact politique avec une autorité gouvernementale, quelle qu'elle soit. Je ne veux pas ici faire de la politique politicienne, mais je trouve quand même choquant que 25 000 Wallons soient privés de gaz. Je n'ai même pas un coup de fil de moindre ministre dans ces circonstances exceptionnelles qui pourraient encore une fois, je le rappelle, se répercuter ailleurs en Belgique. Et donc je pense qu'il faudra un sérieux débriefing à l'échelle des autorités gouvernementales pour que le pays soit mieux préparé à faire face à ce genre de situation. D'autres problèmes sont venus s'ajouter. Un dimanche soir, une cabine électrique d'Orez sous pression a pris feu. C'était lié à une surutilisation du réseau électrique pour se chauffer. Effectivement, donc il faut savoir qu'il y a des quartiers qui font l'objet d'une boucle spécifique au niveau à la fois des cabines de gaz, mais aussi des cabines électriques. Il y a eu un peu de surtension, on l'avait anticipé, puisque les gens utilisent des chaufferettes, c'est normal, puisqu'ils n'ont plus de gaz, ils essayent de se rattraper sur le réseau électrique, si je puis dire. Et donc on a eu ce souci avec une cabine qui a brûlé. C'était d'ailleurs en bas du centre de crise où j'étais moi-même. Les équipes sont intervenues assez rapidement, quand même plusieurs heures sans gaz ni électricité, avec de la neige à l'extérieur. Donc on a un peu accumulé, à l'image d'un film catastrophe, les problèmes. Grâce à un groupe électrogène, l'électricité a pu revenir à 21h30, donc après 4 heures ou 5 heures d'attente. Mais donc voilà, effectivement, c'est un risque complémentaire qu'il fallait prendre en compte dans la gestion de la crise. Avec ces risques, ces retards, quand espérez-vous un retour à la normale? Mais écoutez, c'est tout l'enjeu de la journée d'aujourd'hui. Donc j'ai eu la discussion ce matin avec les équipes d'Orez. Normalement, c'était pour ce soir, pour l'essentiel. À titre personnel, je n'y crois pas et ça me met en colère. Parce que tous les jours, on m'annonce des chiffres qui ne sont pas tenus. Et donc j'ai été extrêmement patient jusqu'à présent. Mais maintenant, il faut des solutions et il faut des résultats qui soient plus significatifs que ceux qu'on a enregistrés ce matin. On va revenir sur les causes. Selon Orez, l'incident serait dû à une pièce défaillante dans une cabine ayant entraîné des conséquences en cascade. Comment est-ce possible qu'une pièce, une petite pièce, puisse créer autant de chaos? Alors, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas technicien, je me pose les mêmes questions que vous. C'est en tout cas l'explication qui m'a été donnée par Orez, à savoir qu'effectivement, des cabines qui sont vérifiées régulièrement, en tout cas au minimum tous les 2 ans, font l'objet d'une attention spécifique de la part d'Orez. Une pièce a été défaillante, semble-t-il, a entraîné la mise en sécurité de l'ensemble des autres cabines. Orez me dit avoir stoppé l'hémorragie au niveau des autres communes fusionnées du Grand Mons pour limiter le problème au centre-ville et à 2 entités fusionnées. Mais néanmoins, ça pose vraiment question. Encore une fois, il faudra un vrai débriefing de la situation parce que ce qui s'est passé à Mons peut se passer ailleurs. Et je pense qu'il faut que le pays soit mieux préparé à gérer ce type de situation. D'autres entretiens plus récents seront sans doute nécessaires. Et ça a déjà été fait, je pense, par rapport à ce qui a été annoncé par Orez. Alors Nicolas Martin, autre dossier important qui pèse désormais sur les épaules des communes, les exclus du chômage. On le sait, les grandes villes sont particulièrement touchées, elles sont en première ligne. Le gouvernement fédéral estime que 30% d'exclus vont se tourner vers les CPAS. À Mons, on en est à quel pourcentage? Écoutez, à Mons, on est dans la même situation que la plupart des grandes villes wallonnes, c'est-à-dire que les chiffres qui ont été annoncés par le gouvernement sont loin de la réalité. On l'avait d'ailleurs anticipé et annoncé, donc lorsqu'on avait expliqué notre position avant que la réforme ne soit adoptée, au lieu des 33% annoncés, c'est-à-dire un tiers qui avait été estimé par le gouvernement, on est dans l'ordre de 50%. Ce sont des chiffres qui sont constatés ailleurs en Wallonie, mais donc ça va avoir des conséquences concrètes, à la fois sur la prise en charge de ces personnes par les CPS, parce qu'il faut du personnel, des assistants sociaux pour les accompagner et les aider à retrouver un emploi, ce qui était le job du Forem au préalable. Donc peut-être qu'on aurait pu aussi avoir une meilleure collaboration avec le Forem pour que les agents qui s'occupaient de ces chômeurs qui ne sont plus à la charge du Forem aujourd'hui puissent aider nos CPS. On ne voit rien venir de ce côté-là. Ce n'était pas le cas, pourtant il y a une remise en marche. Mais non, on n'a pas eu, je trouve, de collaboration suffisamment efficace pour anticiper les choses. On avait demandé à pouvoir avoir les bases de données, à pouvoir rencontrer les gens, à pouvoir le faire plusieurs mois avant pour pouvoir identifier leur profil, pour les aider. La remise à l'emploi, ça n'a pas été fait, et donc je le regrette. Et puis par ailleurs, ça va avoir des conséquences financières, parce que rien que pour une ville comme Mons, 100 000 habitants, c'est de l'ordre de 3 millions d'euros de surcoût par rapport aux compensations annoncées par le gouvernement fédéral qui n'ont pas été prises en compte en rythme de croisière annuel. Et donc ça fera 14 millions pour la mandature. Pour vous donner une idée très concrète, par contribuable qui paye des impôts, c'est 230 euros par contribuable montois. Et c'est la même chose pour toutes les autres villes de Wallonie et du pays. Et donc je pense que cette réforme, in fine, c'est une réforme qui... qu'on en pense ce qu'on en veut sur le fond, ce n'est pas la question. Parce que j'allais dire, oui, qu'est-ce
qu'il aurait fallu faire? Laisser tout en l'état? Donc, encore une fois, il y a un gouvernement qui prend des réformes avec une majorité parlementaire démocratiquement élue. Je n'ai pas de difficulté avec ça, mais que le gouvernement assume lui-même, financièrement, le coût de ces réformes. Ici, il transfère le coût de ces réformes sur le dos des communes. Et in fine, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les contribuables wallons et bruxellois qui vont payer cette réforme, parce qu'avant, le chômage étant fédéral, il était payé par la Flandre aux 2/3. Et demain, ce qui se passera, c'est que ce seront les wallons et les bruxellois qui nous écoutent ce matin, qui paieront 2/3 de la facture. Et donc, c'est quelque part une forme de transfert nord-sud. Je pense que Bart De Wever a bien joué dans cette pièce, et les partis francophones de la majorité ont insuffisamment anticipé les choses pour protéger les contribuables francophones. Mais à l'inverse, la Flandre devra payer davantage pour ses pensionnés, plus nombreux. Oui, sauf que les pensions restent dans le giron fédéral, et que donc les Wallons et les Bruxellois continueront à payer les pensions dans le cadre de la sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas pour les allocations de chômage auxquelles on a mis fin, puisque celles-ci ont été quelque part régionalisées, communalisées à l'échelon des villes et des CPS, qui devront compenser pour le fédéral, qui ne compensera pas 100% de la facture, contrairement aux promesses faites. Les communes sont tout de même aidées par le Forem, qui suit davantage les exclus du chômage. Vous ne pouvez pas dire que rien n'est fait. Ah non, le Forem ne suit pas les exclus du chômage, il les renvoie vers les CPS, qui doivent développer un nouveau métier, qui doivent recruter du personnel, donc ce sont des coûts supplémentaires en termes de fonction publique, ce qui va d'ailleurs à l'encontre, c'est un peu ironique, des messages qui sont passés par la majorité MR engagée au gouvernement, et donc c'est un nouveau métier qui va devoir être accentué dans les CPS, que de remettre ces gens à l'emploi. Du reste, on a des structures, par exemple à Mons, de remise à l'insertion socio-professionnelle avec de belles filières, qu'il va falloir développer, et encore une fois, essentiellement sur fonds propres. J'allais dire, comment encourager les chômeurs à retrouver un travail, puisque vous dites aujourd'hui que le Forem ne fait pas son job? Alors, le Forem le fait, et il va le faire pour les personnes qui resteront à sa charge, pour être tout à fait clair et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans mon propos. Mais par contre, pour les personnes qui ont été exclues, ça va devenir la mission, une nouvelle mission, quelque part, pour les CPS. Il le faisait déjà en partie par rapport au travail de réinsertion socio-professionnelle qui était effectué, mais il va falloir l'amplifier, et pour cela, il faudra des moyens, à la fois en infrastructure et en personnel complémentaire, moyens que finalement le contribuable va devoir payer. C'est une réforme qui va coûter de l'argent aux contribuables wallons et bruxellois. Mais vous dites aussi que cette réforme du chômage n'aurait pas été nécessaire si tout le monde, Forem et ONEM, avaient fait son travail. C'est pas mais oui, parce que, écoutez, je comprends, et moi-même je suis contre le chômage à vie. Je veux dire, personne ne peut défendre un tel modèle, mais depuis 10 à 12 ans, je pense que les excès qu'on a connus il y a 20 ou 30 ans avec des gens qui restaient toute une vie au chômage étaient normalement censés disparaître, avec la nécessité d'avoir une recherche active d'emploi qui devait être vérifiée par l'ONEM et par le Forem. Si cette recherche active d'emploi avait été contrôlée de manière effective, je pense qu'on n'aurait pas eu besoin de cette réforme, parce que ça veut dire qu'on aurait mis un terme aux excès, et je pense qu'il faut lutter contre les excès, que ce soit contre la fraude sociale ou contre la fraude fiscale, ce que le gouvernement de droite actuel ne fait d'ailleurs pas, malheureusement. On ne peut pas tolérer les excès, parce que ces excès et ces fraudes remettent en cause un système de protection sociale pour lequel on s'est tous battus. Le bourgmestre socialiste de Mons, Nicolas Martin, était notre invité. Merci à vous et merci à vous, Daniel Welter.